Je vais te poser quelques questions concernant ton métier d'avocat. D'après toi, qu'attendent les clients d'un avocat? Moi, je pense que les clients attendent d'un avocat non seulement du conseil, mais une forme, non pas de sympathie, mais d'empathie, d'écoute. Il est important qu'un client, quand il vient, puisse se sentir dans une sécurité psychologique et mentale. C'est un petit peu comme lorsqu'on va chez le médecin, ou lorsqu'on va chez le confessionnal. On est là pour dire des choses, qui parfois sont des choses difficiles à dire, et il faut qu'on puisse les dire. Et qu'on puisse les dire avec le sentiment certain d'un regard bienveillant, non pas de supériorité, mais un regard, une écoute qui ne juge pas. Un médecin, il ne juge pas ta maladie. C'est peut-être une maladie honteuse, mais il n'a pas à la juger. Le prêtre et l'avocat est une forme de prêtre. Lui aussi, il est dans le confessionnal. Lui aussi, il est tenu par le secret professionnel. Il a une robe noire qui, d'ailleurs, à l'époque, était exactement la même que celle du prêtre. Je crois même qu'il y avait 33 boutons, qui est un chiffre symbolique, comme l'âge du Christ. Et l'avocat, c'est celui qui reçoit dans une espèce de confessionnal où tout ce qui entre, rien n'en sortira. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Voilà. Donc c'est ma conception des choses. Et ici, on peut et on doit tout dire. Et sur le conseil? Sur le conseil, là c'est un autre point de réflexion. Sur le conseil, c'est éviter le procès. Alors en France, les gens, comme à l'époque, on envoyait le médecin quand on était à l'article de la mort. Et pour continuer le parallèle entre l'avocat et le médecin, on va voir l'avocat non pas quand on est à l'article de la mort, mais on va le voir quand les procédures sont déjà engagées, quand il n'y a plus rien à faire, quand l'huissier sonne à la porte. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Ce qu'il faut, c'est, plus comme les anglo-saxons, et c'est vrai que là ils ont une longueur d'avance sur nous, c'est pour des actes même courants de la vie commune, quand on prend des décisions avant d'acheter un bien immobilier par exemple, parce que c'est un achat qui est lourd, qui engage toute l'existence. Il est bon de demander conseil. Est-ce que vous pensez quelles sont les conséquences patrimoniales, quelles sont les conséquences financières? Quand je vais signer un contrat, la première question qu'on doit se poser, c'est comment je vais en sortir? Parce qu'une fois qu'on a signé, on se dit au fait, s'il y a un problème, comment je fais? Ah mais c'est trop tard, vous avez signé. Il fallait venir me voir avant. Et peut-être vous n'auriez pas signé, ou on aurait aménagé les clauses. Donc, de plus en plus, rôle de conseil, et aujourd'hui, avec les réformes qui sont déjà en place et celles qui arrivent pour l'an prochain, de plus en plus s'orienter vers de la médiation et même de l'arbitrage entre avocats pour désengorger les juridictions et pour avoir quelque part un jugement à la carte, un peu comme la rupture conventionnelle en matière de droit du travail entre le salarié et l'employeur. La même chose avec le divorce par consentement mutuel. Essayons d'arbitrer, d'enterrer l'âge de guerre, de poser sur la table les problèmes et les résoudre ensemble, et pas les uns contre les autres. Ce qui permet d'avoir un jugement à la carte. C'est plus agréable parfois, comme au restaurant, d'avoir un repas à la carte qu'un menu qui est fait et dans lequel il faut rentrer. Et si on n'entre pas, bon, ça pose des problèmes. Le jugement, ensuite, il est entre les mains d'un magistrat qui peut avoir une autre sensibilité. Et le fait d'être ensemble, deux avocats et chacun avec ses clients, permet de discuter point par point, de faire des concessions et d'arriver à un arbitrage qui est le moins mauvais possible. C'est ce que l'on dit habituellement, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Là, je dis qu'il vaut mieux un bon arrangement à un mauvais procès. Donc d'après toi, Ouais. l'avocat est de plus en plus préventif. Oui, absolument. Absolument. C'est la nouvelle dimension sociologique de l'avocat. L'avocat préventif, tout à fait. C'est exactement ça, ouais. Et on y va de plus en plus parce que pour des raisons budgétaires, pour des raisons sociales,
il y a les procès augmentent malgré tout. Patrimonial. Oui, oui, et puis les magistrats, ils sont un certain nombre, il y a le numerus clausus, enfin il n'y a pas le numerus clausus, ça il y a le concours, mais on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre de magistrats, donc ils ont une charge de travail, il est normal, et tous les procès parfois, c'est vrai, ne méritent pas d'être des procès. D'accord? Donc il faut essayer de voir comment on peut sortir d'une situation conflictuelle ou lui éviter de devenir conflictuel en étant justement dans le pré-conflictuel pour l'interrompre. Un bon avocat, c'est peut-être quelqu'un qui va éviter le procès. Voilà. Et quand le procès a lieu, il met en place une stratégie. Mais la stratégie peut se faire, non pas seulement sur le plan judiciaire, mais elle doit se faire sur le plan de la négociation, de la médiation, de l'arbitrage. C'est quand même, je pense, la meilleure façon dont les parties peuvent s'en sortir, et c'est pas plus cher, peut-être même moins cher. Voilà. Et à l'heure d'Internet, a-t-on toujours le même besoin d'avoir un avocat? Alors, je ne sais pas si l'avocat a besoin d'Internet ou l'Internet a besoin d'un avocat. Je crois que c'est l'avocat qui travaille aussi avec les moyens de son époque. Donc, l'avantage pour les clients, et c'est vrai, parce que moi aussi je suis un client et un consommateur, j'aime bien faire le tour des sites pour savoir quel est le meilleur conseil ou le meilleur produit ou le meilleur service. Et le meilleur, après, c'est subjectif. Mais ça peut être une question de prix, ça peut être une question de proximité, ça peut être une question d'empathie, les trois réunis. Et l'Internet est une façon aussi de connaître et de se faire connaître. Voilà. Et d'après toi, est-ce que si l'avocat est célèbre, est-il plus efficace qu'un avocat lambda? Alors ça, c'est une question qui est très difficile. C'est une question qui est très difficile parce que la célébrité suppose quand même qu'on a fait ses preuves. Mais moi, je connais des avocats qui sont pas... alors, sont célèbres souvent parce qu'ils sont des avocats de stars. Mais bon, écartons-les, avocats, vous savez, pénal. Du business à Paris, du show business, etc. Des avocats très si j'ose dire. Et puis, mais bon, on écarte cette catégorie qui est particulière, qui est un peu marginale en ce sens que c'est très particulier, mais des avocats pénalistes. Bon, si vous êtes célèbre, c'est que vous avez quand même obtenu des résultats. Bon, donc ça va ensemble. Il y a, et plus vous êtes célèbre, plus vous avez d'affaires, plus on connaît les procès, les ficelles, et plus on est rodé, et meilleur on est. Donc, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que cette célébrité est-elle usurpée ou non? Parce qu'à un moment donné, elle peut le devenir. Voilà. Et on sent qu'on est sur du facile, des avocats célèbres qui connaissent le dossier au dernier moment parce que c'est leurs collaborateurs, leurs collaboratrices qui ont tout préparé. Donc il y a ça. Mais moi j'ai connu des avocats civilistes, donc non pénalistes, qui avaient une très grande rigueur dans le raisonnement et qui étaient aussi d'excellents pénalistes à l'occasion. Ils n'étaient pas célèbres comme pénalistes, mais ils étaient très bons parce que c'était des gens qui avaient une grande rigueur dans le raisonnement, que le droit civil vous inculque. Voilà. Parce que dans le droit pénal également, comme tout droit, c'est très rigoureux, ça doit être rigoureux, c'est mathématique, n'est-ce pas? Et encore plus la procédure, que ce soit la procédure civile ou la procédure pénale, comme la procédure civile, ce sont des équations. Moi, je le vois comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'avocat pénaliste n'usurpe pas sa réputation, qu'il ait une grande pratique de son métier, que ce soit en correctionnel ou aux assises, et un raisonnement parfaitement rigoureux. Voilà. Ça, normalement, c'est ce qui le caractérise, comme tout avocat. Mais la particularité, c'est ce que je voulais dire, l'avocat pénaliste peut être parfois, comme c'est une procédure orale, peut avoir tendance à négliger justement cette rigueur de dossier, parce que tout est oral. Alors que le travail de l'écriture, le travail des conclusions,
le travail de comment ça s'appelle, le travail de dossier avec un raisonnement juridique très cartésien, très construit, fait que on arrive à quelque chose d'abouti. Voilà. Eh bien, merci. Je vous remercie d'avoir répondu à Pour vos ce premier questions. entretien, oui, mais j'espère qu'on en fera d'autres de toute façon. Voilà. Avec plaisir.